À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Donc, nous recevons en ce moment l'Université de Montréal. Bienvenue à vous trois. Alors, vous êtes des habitués, vous savez que vous allez bénéficier d'une période de 10 minutes pour votre exposé. Mais d'abord, je vous ai invité à vous présenter pour le bénéfice des parlementaires. On va ensuite poursuivre avec une période d'échange. Alors, le temps commence maintenant. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je m'appelle Daniel Jutras, je suis le recteur de l'Université de Montréal. Je suis accompagné de deux collègues. Bonjour. Je suis Valérie Amirault, je suis professeure de sociologie et je suis vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux. Bonjour, Victoria Meikle, directrice des relations gouvernementales et institutionnelles au cabinet du recteur. Alors, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, d'abord, je veux vous remercier sincèrement de l'invitation qui nous a été faite. L'Université de Montréal, comme vous le savez, a une population étudiante très importante, 46 000 étudiants uniques à l'Université de Montréal. J'exclus de ce compte HEC et Polytechnique, qui sont des écoles affiliées. Parmi ces 46 000 étudiants et étudiantes uniques, il y a près de 8 000 étudiants internationaux, la majorité en provenance de pays francophones. Et ils se répartissent moitié-moitié entre les étudiants au premier cycle et les étudiants au cycle supérieur. Alors, nous sommes donc très reconnaissants de pouvoir partager avec vous notre perspective sur la planification de l'immigration au Québec, de répondre en particulier à l'appel de mémoire que nous avons pu déposer, compte tenu de l'importance de cette cohorte, ce groupe d'étudiants et d'étudiantes pour le dynamisme de l'Université de Montréal. Dans notre mémoire que vous avez reçue, dont vous avez eu l'occasion de prendre connaissance, nous recommandons que le gouvernement du Québec opte pour le scénario 1 de l'orientation 12, qui est proposé dans le cadre des consultations. Nous appuyons plutôt l'option A de l'orientation 12, plus précisément, qui est recommandée par le ministère de l'Immigration, soit d'augmenter graduellement les cibles totales pour atteindre 60 000 admissions en 2027 et d'admettre en continu les personnes qui déposent une demande de résidence permanente à la suite de l'obtention d'un certificat de sélection du programme d'expérience québécoise au volet diplômé du Québec. Je tiens à préciser que nous avons exprimé cet avis en tenant compte de la manière dont les options étaient proposées dans le document de consultation, mais pour nous, le volet essentiel qui doit être mis de l'avant est celui qui touche le programme du PEC. Et donc, cette hypothèse que les étudiants internationaux soient admis en continu et hors plafond, quel que soit en fait le seuil qui sera établi par le gouvernement. Nous appuyons cette recommandation sur un certain nombre d'éléments. D'abord, il faut reconnaître que les personnes dont on parle, ces personnes donc diplômées du Québec, ont déjà une connaissance du français issue de leur parcours étudiant. Pour la plupart, ces personnes résident, la très, très grande majorité réside sur le territoire du Québec, et il s'agit, à notre avis, d'un élément qui est important dans le contexte de ce qui a été dit récemment à propos des liens entre les étudiants issus de l'immigration et les pressions sur les services publics et l'accès au logement dont on parlait un peu plus tôt ce matin. Il ne s'agit pas d'individus qui vont apparaître dans le réseau, c'est des gens qui généralement sont là depuis quelques années et qui sont déjà intégrés, déjà logés et déjà des utilisateurs de services publics. Ces personnes sont jeunes, elles ont un riche parcours de vie au moment de recevoir leur diplôme, mais nous croyons, et nous avons plusieurs indices de ça, plusieurs exemples, qui vont contribuer, si elles décident de s'établir définitivement au Québec, au développement social, culturel, économique et démographique de notre société. Autre volet, ces personnes ont terminé une formation postsecondaire. Ce sont des personnes qui vont être sélectionnées dans le programme de l'expérience québécoise, qui sont très fortement qualifiées pour intégrer le marché du travail. Il faut savoir donc que leur formation au Québec va faciliter sans doute la reconnaissance de leurs compétences par les employeurs potentiels d'ici, ce qui est un avantage significatif. Et nous sommes optimistes que la réduction des temps d'attente pour la résidence permanente qui découlerait de l'admission en continu sera un incitatif de plus pour encourager les diplômés à s'installer au Québec et à y rester. On a parlé de ce volet-là, peut-être, de l'effet en termes de recrutement qui pourrait résulter de cette mesure qui est recommandée et que l'on appuie. En somme, nous partageons le constat qui est fait par le premier ministre dans le document de consultation sur la contribution des étudiants internationaux. Je le cite. « Les étudiantes et étudiants étrangers diplômés de nos programmes francophones nous apparaissent comme des candidats idéaux, étant donné que ces personnes possèdent un diplôme québécois, qu'elles sont jeunes, qu'elles vivent déjà ici, en français, depuis plusieurs années,
Elle constitue un bassin exceptionnel où recruter de nouveaux Québécois et de nouvelles Québécoises. En facilitant le chemin à parcourir pour que les étudiants internationaux s'établissent de façon permanente au Québec à la fin de leurs études, nous croyons que le gouvernement verrait un signal fort qui contribuerait, selon nous, à l'attractivité des établissements universitaires francophones. Et lorsque nos universités rayonnent, c'est tout le Québec qui en bénéficie. À cet égard, l'Université de Montréal joue un rôle déterminant dans la francisation au Québec, et ce, depuis sa fondation, il y a bientôt 150 ans. La langue française est au cœur de ce qu'est notre université, et je dois mentionner notre école de français, qui est un chef de file dans l'enseignement du français depuis plus de 60 ans, avec une vaste gamme de cours de français, d'ateliers et d'autres formations qui permet aux étudiantes et aux étudiants de développer des compétences linguistiques et interculturelles qui favorisent leur réussite académique et leur intégration au Québec. Nos experts, d'ailleurs, en francisation, collaborent étroitement avec le programme de francisation au Québec pour établir les standards et les contenus des cours depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, la plus grande université francophone des Amériques, l'Université de Montréal, a acquis une réputation qui fait qu'elle bénéficie d'un rayonnement à l'international qui est unique parmi les établissements francophones québécois et canadiens. L'Université de Montréal représente le principal pôle francophone en recherche au Canada avec 465 unités de recherche, 113 chaires de recherche du Canada, une chaire de recherche du Canada 150, une chaire d'excellence en recherche du Canada, une affiliation avec 28 centres de soins hospitaliers et services sociaux à travers la région métropolitaine et au-delà, 2 écoles affiliées, Polytechnique Montréal et HEC Montréal. Notre réputation, notre attractivité contribue aussi à l'embauche année après année de nouveaux professeurs qui vont aussi s'intégrer à la communauté québécoise. Environ 30 de ces nouveaux professeurs que nous recrutons ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents et notre établissement contribue à leur francisation, le cas échéant. Alors, je vais peut-être privilégier la période de questions parce que, comme vous allez entendre aujourd'hui beaucoup d'universités, que vous allez, je pense, entendre à peu près la même chanson de la part de la plupart des intervenants, je souhaite que vous puissiez dialoguer avec nous sur les aspects qui vous intéressent le plus. Et donc, je vous remercie pour votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Mes collègues qui ont l'expertise plus pointue sur ces aspects-là pourront certainement contribuer valablement à la conversation. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, on va entamer donc la période d'échange avec les parlementaires. On commence par la banquette gouvernementale avec la ministre pour une période totale de 16 minutes 30 secondes. Vous pouvez commencer. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Recteur. Merci à vous trois d'être des nôtres et de prendre part à cet échange, à cet exercice démocratique fort important et qui sera déterminant pour la suite. Alors, je vais vous ramener sur le thème de la rétention, en fait, des étudiants étrangers. D'une part, j'aimerais ça, si vous avez l'information, que vous nous parliez un peu de l'évolution du profil des étudiants étrangers qui vont à l'Université de Montréal. Est-ce qu'il y a certaines tendances qui se dégagent? Est-ce qu'il y a eu des changements? Et est-ce que vous amenez ces étudiants étrangers à considérer l'idée de rester après leur programme d'études, de rester au Québec? Donc, et si oui, comment est-ce que ça se traduit? Puis qu'est-ce qui semble être des éléments déterminants pour eux là, dans leur décision de rester ou non? Écoutez, je vais me charger du premier volet, puis je vais demander à Mme Amirault peut-être de se charger du deuxième volet. D'abord, en termes de tendance ou d'évolution, vous avez lu les journaux ce matin comme moi, ce sont des chiffres que l'on connaît. Il y a une augmentation extrêmement significative de la présence d'étudiants internationaux au Québec. Ce n'est pas un phénomène proprement québécois, c'est un phénomène de massification de la mobilité étudiante à travers le monde. Je pense de démocratisation aussi de la mobilité étudiante à travers le monde, issus de pays qui autrefois n'auraient pas envisagé l'hypothèse de venir au Québec, dans notre cas, ou de s'établir à l'étranger. Il y a une volonté aussi, je pense, de soutenir une internationalisation de la recherche qui fait en sorte qu'il y a une mobilité de chercheurs, d'étudiants et d'étudiantes dans les cycles supérieurs. Ce que l'on voit donc chez nous, c'est une augmentation significative. On voit les chiffres des dernières années, une augmentation significative qui nous amène autour de 50 000 étudiants à peu près, 50 000 étudiants internationaux qui s'installent au Québec. Chez nous, je dirais, sur le plan démographique, je l'ai mentionné en ouverture, il s'agit surtout d'étudiants francophones. Moitié à peu près de nos étudiants sont issus
de la France et de pays, en fait un peu plus de la moitié si on inclut les autres pays francophones. C'est la France qui est évidemment la cohorte la plus, qui nous fournit la cohorte la plus importante. On a beaucoup d'étudiants qui sont issus du Maghreb aussi, évidemment pour des motifs qui tiennent à ce facteur linguistique. Il y a une émergence des pays de l'Amérique latine, je dirais, au cours des dernières années. Donc, vous parliez dans les consultations de pays francotropes, voilà un exemple de lien que l'on peut établir. Donc, la tendance, je pense, elle est soutenue et elle est bénéfique pour le réseau universitaire québécois, pour l'Université de Montréal. Donc, pour répondre à la deuxième partie de votre question qui concernait la façon dont nous les incitons éventuellement à rester au Québec, s'ils n'en ont pas l'idée dès le départ, j'aimerais commencer par dire qu'un des premiers facteurs, me semble-t-il, à rappeler, c'est que le projet des étudiants internationaux est un projet qui démarre longtemps avant d'arriver sur le sol québécois. Donc, le rôle des universités, la nôtre s'en préoccupe énormément, c'est de les accompagner dès que cette idée germe dans leur esprit, que ce soit un projet individuel ou un projet de fratrie. Donc, on a toute une série de services qui sont maintenant actifs depuis février 2023 qui ont à charge d'accompagner les étudiants individuellement dans les démarches qui précèdent leur arrivée au Québec. Le deuxième ensemble de mesures, c'est de travailler de manière beaucoup plus fine que nous le faisions peut-être précédemment sur les mesures d'accompagnement à peine arrivées au Québec, à Montréal en particulier. Donc ça, c'est évidemment toutes les séries d'activités qui visent à les accueillir de manière idoine sur les campus, mais aussi à les accompagner dans l'acculturation pédagogique qui va être la leur, puisque l'arrivée sur un campus comme celui de l'Université de Montréal, c'est souvent pour eux découvrir des manières d'enseigner, découvrir des manières d'apprendre dont ils ou elles ne sont pas familières. Donc tout ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est énormément investi depuis les dernières années, en personnel, en mobilisation des étudiants aussi ambassadeurs. On utilise beaucoup le système du mentorat par les étudiants qui sont passés par ces mêmes trajectoires. Et puis, troisième volet que j'aimerais porter à votre connaissance, c'est tout ce qui concerne le développement de ce qu'on appelle chez nous les apprentissages expérientiels, c'est-à-dire dès les premiers mois du premier cycle, on n'attend pas la maîtrise ou le doctorat, d'inciter les étudiants à s'engager dans des parcours qui les immergent dans des activités de type communautaire, de type recherche, au plus près de ce que nous faisons ici, au Québec, de sorte que la question, lorsqu'elle se pose de savoir où commencer mon expérience professionnelle, peut plus naturellement se tourner vers Montréal, la grande région et l'ensemble du Québec. Merci. Et est-ce qu'à votre connaissance, l'accès facilité à la résidence permanente fait partie des éléments qu'ils considèrent avant de choisir de venir au Québec, plus particulièrement à l'Université de Montréal? Alors, il faut rappeler que certains des étudiants internationaux arrivent, c'est une minorité, mais arrivent avec le statut de résident permanent. Il ne faut pas complètement l'enlever. Donc, certains ont déjà le projet et s'imaginent vivre ici avant même de commencer leurs études. Il est certain que la facilitation de la résidence permanente, c'est un levier énorme pour garder les talents dont nous avons appris à les connaître en les formant. J'ajoute aussi que ces questions administratives, je ne vous apprends rien, sont extrêmement stressantes et anxieuses pour les étudiants. Et là encore, il y a des difficultés qui nous sont externes, à nous, universités, mais sur les campus, nous développons une dextérité dans l'accompagnement sur tous les angles, le CAQ, les changements de programme, les difficultés qui ont été évoquées précédemment aux douanes. On a du personnel qui est là, 24/24, et qui répond aux appels pour accompagner les étudiants qui rencontrent des difficultés. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure le fait que nous avons aussi un souci d'apprentissage du français dans sa globalité, c'est-à-dire du français comme langue de travail, langue de communication, mais aussi de tout l'appareil culturel qui accompagne l'apprentissage d'une langue. Donc on s'est doté d'une école de français qui a pour mission, sous forme de cours crédités, non crédités, de jumelage entre étudiants qui mobilisent, qui sont compétents dans différentes langues, pour aider au plus près les étudiants à franchir cette première barrière dont on sait qu'elle est importante et qu'elle nous permet ensuite d'avoir une forme de familiarité et de loyauté de ces étudiants vis-à-vis de nous comme institution et vis-à-vis du Québec comme pays. Par rapport à la connaissance du français, j'aimerais apporter une précision qui a fait l'objet de discussion tout à l'heure, juste pour clarifier un élément, à l'effet que dans la réforme du PEC diplômé qu'on a annoncé en mai dernier, donc les étudiants issus de programmes francophones n'auront pas, ou qui ont 3 ans d'études en français au lycée, au secondaire ou au collège, n'auront pas approuvé qu'ils connaissent le français, à moins que survienne un doute
de la part du ministère. Donc, c'est dans l'éventualité où il y aurait un doute que là, il pourrait y avoir une preuve additionnelle qui soit demandée, mais sinon, le fait d'avoir le diplôme comme tel suffira. Donc, Madame la Présidente, je voudrais céder la parole à des collègues. Bien entendu. Alors, je me tourne du côté de la députée de Vimont. Il vous reste 9 minutes 18 secondes. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Merci. Merci à vous de votre présence. C'est toujours bien apprécié. L'Université de Montréal s'est exprimée à plusieurs reprises en faveur des étudiants internationaux et de leur importance. Ils seront soit les chercheurs, travailleurs qualifiés de demain au Québec, soit ils deviendront dans leur pays les ambassadeurs pour les universités et le Québec. À votre avis, est-ce que la nouvelle mouture du PEC diplômé vous paraît suffisante pour contribuer à l'installation définitive de ces étudiants au Québec? Je sais qu'il ne faut pas que je chauffe au micro. C'est J'ai failli. Je pense que oui, en fait, c'est l'essentiel de notre mémoire. Je pense que les orientations qui sont proposées sont extrêmement positives de notre point de vue. Je pense qu'il est important aussi de retenir que dans les populations dont on parle, il faut distinguer les étudiants à statut temporaire, des étudiants qui éventuellement seront partie du PEC et solliciteront un statut de résident permanent. Parce que les chiffres, parfois, sont confondus. On parle de très gros chiffres pour les étudiants. 50 000 étudiants internationaux en ce moment au Québec. Ce ne sont pas tous ces étudiants qui voudront éventuellement accéder à un statut de résident permanent au Québec. Difficile de mesurer la proportion. On l'évoquait tantôt, nous, on n'a pas de sondage là, sur l'intention de ces étudiants. C'est justement le tiers, là. Vos prédécesseurs ont parlé du tiers des étudiants qui s'étaient montrés favorables. Vous, est-ce que vous pouvez entériner ça ou c'est difficile? Non, je pense qu'on on est au niveau anecdotique, je dirais, aux données. La mesure la plus adéquate que l'on peut imaginer, c'est ce que l'on connaissait au PEC, par exemple, avant les modifications, par rapport au nombre total d'étudiants internationaux qu'on a sur place. Donc, si on imagine à peu près 50 % puis qu'on retourne à des chiffres autour de 5 000, 7 000, 8 000 candidats au PEC, on peut imaginer que c'est à peu près entre 20 à 30 % je dirais, d'étudiants internationaux qui décident de rester au Québec, dans une proportion plus importante, plus proche de 30 probablement, dans des universités francophones comme la nôtre, que ce ne serait le cas dans d'autres universités. Alors oui, je dirais que ce facteur-là va être un facteur important, mais il faut garder à l'esprit, comme l'évoquait Mme Amirault il y a un moment, que les projets sont vraiment très diversifiés, sont à géométrie très variable. Il y a des gens qui arrivent ici avec le statut de résident permanent. Il y a des gens qui viennent ici seulement pour une période courte parce qu'ils souhaitent participer à la vie universitaire, à la recherche et recevoir une formation, puis repartir ensuite dans leur pays ou ailleurs pour contribuer à ce qui est requis dans leurs espaces. Puis on est sensible à cette réalité-là aussi, à la fois, comme vous l'évoquiez dans votre question, parce que ces gens-là deviennent les ambassadeurs du Québec, les ambassadeurs du savoir québécois, mais aussi parce qu'on a la responsabilité de ne pas vider ces pays-là des énergies vives là, qui peuvent contribuer à l'essor de pays en développement. Donc, il faut un équilibre entre ces éléments-là. Mais évidemment, nous, on les accueille très favorablement, quel que soit leur projet. Juste pour peut-être ajouter le fait que les deux conditions qui ont été retirées, donc l'exigence d'avoir un emploi au moment du dépôt de sa demande et puis celle de l'expérience de travail de 12 mois avant de pouvoir la présenter, sont clairement deux éléments qui vont beaucoup alléger le fardeau du processus qui pèse sur les étudiants internationaux et qui vont probablement les inciter à se projeter de manière peut-être plus fluide et plus rapide. C'est sûr que qui dit étudiant dit aussi intégration éventuellement sur le marché du travail. J'aimerais vous entendre justement sur les propositions et les actions que nous proposons à ce sujet. Comment vous pouvez peut-être contribuer d'une certaine façon? Alors, sur la question, je mentionnais tout à l'heure les expériences, le fait de faire goûter aux étudiants internationaux au plus tôt de leur formation à une expérience en lien avec leur secteur disciplinaire, quel qu'il soit. Et là, je parle pour l'ensemble des 13 facultés qui composent l'Université de Montréal. Donc, j'inclus aussi les secteurs de la santé, j'inclus les secteurs des sciences naturelles, des sciences humaines et sociales, etc., du droit. Donc, l'ensemble de ces initiatives qu'on a mises en place et qui sont massivement suivies par nos unités de formation, elles ont vocation précisément à permettre à des étudiants et étudiantes de
se confronter à une expérience professionnelle, quand bien même cela ne se fait que sous forme de quelques heures dans un laboratoire, sous la forme d'un bénévolat dans un organisme communautaire. On le reconnaît et on les accompagne aussi par toute une série d'initiatives dans plein de départements sous forme de mentorat. Le mentorat, il est exercé par des professionnels, des gens en exercice, des gens peut-être comme vous dans cette salle, qui ont pu être sollicités par nos professeurs pour développer ces activités de mentorat qui sont extrêmement demandé et de vrais succès. Je pense à l'initiative du département de sciences politiques qui me vient en tête, qui est très couronné de succès. Et puis, on a aussi développé un projet qui s'appelle Millennium, qui est un projet qu'on a pu développer grâce à des soutiens philanthropiques, qui nous permet aussi de soutenir des étudiants, dont des étudiants internationaux, qui peuvent se projeter comme acteurs et fondateurs d'entreprises. Donc, ce sont des activités qui vont de la formation au b.a.-ba de l'entrepreneuriat et qui ensuite les accompagnent pas à pas vers leur projet, que ce projet fonctionne ou que ce projet ne fonctionne pas, puisque on a toujours tendance à parler de choses qui se passent très très bien, mais évidemment, il y a parfois des changements de trajectoire et la nouvelle mouture du PEC me semble aussi très généreuse sur ces changements de trajectoire. Et c'est ça qui nous intéresse comme université, d'être capable aussi d'accompagner nos étudiants dans leur changement d'orientation et dans leur changement de projet de vie, surtout quand ils sont à des milliers de kilomètres de chez eux. Mm-hmm. On soulève des points importants, comme vous le mentionnez, mais par contre, il y a aussi tout ce qui est mobilité, tout ce qui est logement. Est-ce que vous êtes, j'imagine, confronté, comme tout le monde aussi, à une certaine pénurie, ou encore, est-ce qu'il y a des projets derrière ça? Est-ce que vous avez une vision pour aider? Oui, écoutez, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la situation est variable à travers le Québec. Nous, on est en région métropolitaine. C'est moins la disponibilité de logement dans notre environnement que le coût du logement qui est un enjeu significatif. Ce n'est pas une idée absolument géniale. Vous avez certainement entendu cette préoccupation-là. En termes de disponibilité de logement, M. Cloutier a évoqué tout à l'heure, mon collègue, le projet d'Ivanhoe Cambridge, pour lequel on est très enthousiaste, je pense, et qui ajouterait, si tout va bien, à peu près 1000 logements, et 1000 logements à configuration différente, parce que ce dont on se rend compte en ce moment, c'est que le concept de résidence, dans sa forme traditionnelle, une chambre avec des espaces sanitaires partagés au même étage, ça ne convient pas pour la majorité des étudiants maintenant qui ont des parcours différents. Plusieurs sont plus vieux que ce qu'on imagine. Il faut quelque chose de plus privé? Il faut des appartements, je pense, dans plusieurs cas. Puis des appartements de taille différente. Il y a des étudiants internationaux, en particulier, qui arrivent avec des familles, avec des enfants. Donc, il va falloir tenir compte de ça, d'une part, dans la reconfiguration des espaces. On a les enjeux de rénovation, parce que nos résidences sont de vieilles résidences. Elles datent des années 60-70. Et donc, on a plusieurs millions de dollars de rénovation à investir là-dedans. Mais je dirais que l'enjeu principal pour nous, c'est de s'assurer que les programmes d'accès à des logements abordables soient adaptés aux besoins des étudiants. Chez nous, on a, pour vous donner un ordre de grandeur, là, 1100 résidences étudiantes et qui sont pour le bénéfice non seulement de l'Université de Montréal, mais d'HEC et de Polytechnique aussi, donc 70 000 étudiants. Alors, bon an, mal an, on parvient à répondre à la demande, mais difficilement. Cette année, on a 2 fois plus de personnes sur les listes d'attente. Il y a 2000 personnes sur les listes d'attente actuellement pour 1000 logements qui sont déjà comblés. Alors, ça roule, évidemment. C'est un parc immobilier qui roule un peu. Qui gère ça? Comment vous gérez ça? L'université gère ce flot-là. Ce qu'on constate, et on en voit la démonstration depuis quelques temps, c'est que les étudiants, normalement, qui quittaient les résidences étudiantes, maintenant s'installent à demeure dans les résidences étudiantes. Nos résidences, elles sont 450 $, je pense, autour de ça par mois. C'est vraiment un tarif très avantageux. Évidemment, c'est la formule traditionnelle pour la plupart des résidences dont on parle d'un logement avec des installations sanitaires sur l'étage. Donc, ça ne convient pas à tout le monde, mais ça devient vraiment extrêmement difficile pour nous d'utiliser cet espace-là de résidence universitaire pour accommoder en particulier les étudiants internationaux. Alors, je pense qu'il va falloir réfléchir aussi à des mesures particulières dans les contextes d'accès aux logements abordables, logements sociaux. J'imagine que vous en avez déjà quelques-unes qui doivent commencer à émerger ou non? Vous êtes encore au balbutiement? Je vais prendre pendant 1 seconde mon chapeau de président du Bureau de coopération interuniversitaire. Ces représentations-là sont faites depuis quelque temps déjà. Je pense des échos très favorables du côté du MS. Je dois vous arrêter. La période est partie au gouvernement est terminée. Mais on va poursuivre avec l'opposition officielle pour une période de 9 minutes 54 secondes.
Merci, Madame la Présidente. Je vais prendre quelques secondes pour vous remercier. Écoutez, c'est presque un mois. J'ai eu l'immense honneur de recevoir mon doctorat à l'université. Vous étiez là. Une magnifique cérémonie. Ça va rester toujours On vous en gravé. félicite, Monsieur le député. Merci beaucoup. Ça va rester toujours gravé dans ma mémoire. Et je voulais vous remercier pour les 3 doctorats honoris causa. Ça a été 3 profils. Mes enfants étaient là. De voir une artiste, un économiste et un pédiatre qui collaborent avec notre université. Je vous en félicite parce que c'est ça l'appui qu'on peut donner à nos étudiants qui choisissent l'Université de Montréal. Donc, bravo encore une fois. C'est une petite note personnelle, chers collègues. Désolé. On va revenir au sujet de notre échange. Je vais citer votre mémoire. Par le biais de ce programme, on parle du PEC. Depuis, le nombre de personnes diplômées admises à la résidence permanente par le biais de ce programme a chuté de façon importante, se vend au bénéfice d'autres provinces, passant d'une moyenne de 5 800 en 2020, juste avant la réforme, 2021, à 1 445 2022. Je ne veux pas faire un débat du passé. Vous étiez là, vous avez vu la question que j'ai posée et je ne veux pas vous ramener sur un terrain politique. Vous ne faites pas de la politique. Moi, j'ai choisi de faire de la politique. Mais ce que je vois, c'est au-delà de 4 400 étudiants que presque nous avons perdus. Et ce qui me chicote encore une fois, c'est j'ai eu des cas qu'ils ont choisi de partir à l'Université d'Ottawa, d'autres au Nouveau-Brunswick, d'autres dans d'autres provinces canadiennes. Je ne veux juste pas réécrire l'histoire, mais pour ne pas qu'on tombe encore une fois dans des réformes où on n'écoute pas les acteurs du milieu, pensez-vous qu'aujourd'hui, avec la réforme actuelle, vous avez les outils nécessaires pour garder les étudiants étrangers au Québec? Encore une fois, la réponse est oui, elle est affirmative, elle est positive. Je pense que la levée des conditions qui étaient imposées va avoir un effet sur les candidatures. Je reviens à ce que j'évoquais tantôt, là. On ne parle pas de l'ensemble des étudiants internationaux qui aspirent à venir au Québec et qui pourraient être motivés par le désir de s'installer à demeure au Québec. Il y en a beaucoup. On n'a pas de chiffres convaincants ou en tout cas fondés sur les études scientifiques qui nous donneraient confiance. Mais on sait qu'il y a une proportion importante de ces gens-là qui vont vouloir s'y installer. Et il y a un autre groupe d'étudiants qui viennent ici pour, je pense, profiter de l'excellence de nos universités que vous évoquez vous-même là, avec votre commentaire plus personnel sur votre propre statut. Nos universités au Québec sont extrêmement attractives. Je parle de l'Université de Montréal, mais je parle de l'ensemble du réseau. Le niveau de qualité de formation est extrêmement élevé. On peut en être très, très fier à l'échelle du réseau universitaire. Là, encore une fois, je porte un peu mon chapeau de président du BCI. Et je pense que cette mesure de lever certaines des exigences qui étaient imposées dans la formule du PEC que l'on a connue ces dernières années va faire une différence. Ceci dit, ce n'est pas facile de trouver les éléments ou de préciser le lien causal entre les différentes interventions. On a quand même été au milieu d'une pandémie. Je ne peux pas mesurer quel est l'effet de la pandémie sur, par exemple, la décision de ces personnes de solliciter le PEC ou non. Il y a des facteurs comme ceux-là sur lesquels on n'a pas vraiment de données et qui ne permettent pas de tirer des conclusions précises. Excellent. Je vais revenir aussi sur la question d'intégration. Merci pour l'exposé de ce que l'université fait. Je tiens juste à seconder le mentorat. L'école où j'ai gradué, l'école de santé publique, est un programme de mentorat. Et on a beaucoup d'étudiants internationaux, des médecins qui viennent de l'Afrique, pas mal, de l'Amérique latine aussi, mais même de l'Europe. Et juste vous dire jusqu'à quel point le mentorat est important, parce que l'unité de santé internationale, l'USI, à l'Université de Montréal, qui a des mandats un peu partout dans le monde, c'est grâce à ce mentorat que l'université rayonne et les experts québécois rayonnent à l'international. Et là, ça me ramène à vous poser une question. On parle beaucoup de mesures de francisation et d'intégration. L'université contribue avec une main-d'œuvre très qualifiée. Je prends 2 secteurs où l'État maintenant part à l'étranger pour faire des missions économiques, pour ramener des travailleurs. 2 secteurs, santé et éducation. Pensez-vous que c'est le moment que le gouvernement appuie les efforts de l'université? Parce que là, je pense que c'est vos fonds propres. Vous payez avec les fonds propres de l'université tous ces programmes d'accompagnement de ces étudiants, ou bien pensez-vous que le MIFI, dans ses efforts d'intégration, peut aider ou doit aider l'université?
Bien, écoutez, le financement des universités vient dans sa très grande proportion des enveloppes du Québec. Hein. Le fonds de fonctionnement vient du Québec. À ma connaissance, il n'y a pas de fonds désignés, à moins que ma collègue, je parle sous contrôle de ma collègue, il n'y a pas de fonds désignés qui visent l'intégration. On arrive à les soutenir. Les programmes que l'on a mis en place sont efficaces. Il y a toujours la place pour l'amélioration. Je pense qu'on peut faire un peu plus. Je signale au passage que dans la réflexion sur le financement des universités, l'ensemble des universités québécoises ont déposé des mémoires ces dernières années qui suggèrent qu'il y a encore un rattrapage à faire dans le financement global des universités. On a eu un soutien qui est très apprécié du gouvernement du Québec ces dernières années. On a vu un accroissement de l'enveloppe, puis on souhaite que ça continue. Les représentations budgétaires vont aller dans la même direction. Et ce que vous évoquez, cet effort de soutenir l'intégration, est significatif parce qu'il contribue à la diplomation, à la persévérance des étudiants, qui est un facteur central pour nous. C'est ça notre mission, en fait. Surtout qu'on vit une crise de main-d'œuvre. Et on le voit, ça frappe les services publics. Et vous l'avez très bien mentionné, ce n'est pas tous les étudiants internationaux qui veulent rester au Québec. Là. C'est utopique de penser qu'on va atteindre du 30, du 40 %. Ça n'arrivera jamais, presque, au moins à court terme. On l'espère, parce que c'est triste de laisser partir des jeunes diplômés francophones qui ont étudié dans nos universités, sachant la pénurie, que ce soit au niveau, vous êtes à Montréal, mais aussi à travers le Québec. Et c'est là où je vous envoie encore une fois, où je vous renvoie encore une fois la balle. Et je sais que vous êtes en négociation par rapport au financement. La mission de l'université, ce n'est pas faire l'intégration. Ce que vous faites avec vos programmes de mentorat est extrêmement pertinent. Mais pensez-vous que le ministère du MIFI, qui est responsable, peut, via des programmes d'intégration, vous accompagner? Je reprendrai les mots du recteur en disant qu'il y a toujours marge d'amélioration, on peut toujours mieux faire, et le plus on nous soutient financièrement, le mieux on fera. Mais ce n'est pas la seule partie de ma réponse. Là. Je voulais quand même revenir sur le fait que les étudiants internationaux, hein, c'est une catégorie, vous le savez, qui est très, très complexe, faite de variétés de profils, d'origines, etc. Une fois qu'ils sont sur nos campus, on ne les traite pas différemment. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que l'étudiant international devienne un étudiant et que lorsque des particularités, des spécificités, je vais vous donner un exemple, hein, il y a eu un séisme terrible au Maroc, on a eu évidemment un message à destination des étudiants issus du Maroc. On a aussi veillé à ce qu'il y ait une cellule de soutien qui puisse être mobilisée. Donc je dirais que la spécificité de l'étudiant international, elle est, une fois qu'il est ici, très lié à son statut administratif, bien sûr, mais sur le plan de la réussite, sur le plan du soutien et de la participation à la vie du campus, ce sont nos étudiants comme d'autres. Donc, j'aimerais qu'on ait ça en tête quand on nous entend parler des étudiants internationaux. Le terme d'intégration est peut-être un petit peu... Je ne parle pas de l'intégration à l'intérieur de l'université, je parle de l'intégration par la suite, parce qu'on veut aller avec le PEC diplômé. Si on veut aller dans ce sens, on veut les garder. Absolument. Mais on veut même les ramener en région. Et c'est là où je me dis... Écoutez, on a une mine d'or de jeunes qui ont étudié dans notre université francophone, mais on veut les garder, pas uniquement à l'intérieur de l'université qui me préoccupe. J'en suis sûr et certain que je l'ai vécu moi-même. C'est excellent, l'accompagnement. Il n'y a aucune différence, peu importe le statut de l'étudiant. Je parle à l'extérieur. Quand j'ai un marché de travail, surtout dans le secteur public, qui souffre, c'est là où les gens ont besoin d'être accompagnés. Donc, est-ce que l'université, via un service de placement, d'accompagnement, vous voyez l'opportunité? Le service de placement, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On travaille depuis 2 ans parce que c'est clairement un dossier sur lequel on peut s'améliorer de manière drastique. J'ai parlé tout à l'heure du projet Millennium pour ceux qui se sentent une vocation d'entrepreneuriat, quel que soit le secteur. Il y a énormément de choses qu'on pourrait faire, évidemment, et qu'on pourrait de nouveau améliorer avec des soutiens qui pourraient venir nous aider. Excellent, merci beaucoup. Revenons aux barrières. Vous avez entendu ma question tout à l'heure sur le visa de permis d'études. Je m'engage à revenir chez moi. J'ai entendu le bureau de coopération interuniversitaire, c'était dans le passé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez sur la table encore? Alors, concrètement, je pense que les personnes qui sont dans cette salle le savent très bien, et j'en profite pour remercier la ministre Fréchette de son aide dans l'accompagnement sur les discussions avec les autres paliers de gouvernement, qui est extrêmement précieux. Merci beaucoup. Vous savez qu'on est confronté à énormément de difficultés de tous ordres. Vous mentionnez les critères, qui sont des critères inadéquats pour certaines personnes. On peut aussi mentionner l'arbitraire, évidemment, de certains agents frontaliers. Mais ça, c'est quelque chose avec lequel on travaille au quotidien. Beaucoup.
Merci. Je vous en prie. Je suis la maîtresse du temps. Oui, Alors, c'est terrible. je poursuis avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 3 minutes 18 secondes. Le micro est à vous. Merci beaucoup. Juste pour commencer, là, pour les gens qui nous écoutent, parce que Mme la ministre a dit quelque chose de très important, le projet de règlement pour le nouveau PEC ajoute une nouvelle obligation d'avoir une connaissance du français écrit de niveau 5 dans le PEC diplômé, ce qui, je présumais, se démontrait par un test, mais je comprends de votre commentaire qu'un test va être uniquement demandé dans des conditions spécifiques si un doute existe sur le niveau de français. Et donc, pour les gens qui écoutent, ce ne sera pas nécessaire au dépôt du dossier. Donc, c'est une clarification très importante. Merci de l'avoir apporté. C'est très apprécié. Je reviens vers vous. Les universités du Québec, l'Université du Québec nous a parlé d'inclure le DESS comme qualification au PEC. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. On parle du temps d'attente aussi, hein, qui est un facteur comparatif ou un élément comparatif entre les provinces. La ministre nous parle d'admission en continu. Bon, finalement, ce que je comprends, moi, c'est plutôt une sélection en continu parce que les admissions vont relever du gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral qui émet la résidence avec les cibles que fixe le Québec. Ce que je comprends, par contre, c'est qu'une fois un CSQ émis, bien qu'il est émis tout de suite, donc la sélection est faite, on se retrouve dans un dossier complet ou dans toutes les demandes de travailleurs qualifiés du Québec. Donc, les demandes de CSQ PEC vont aller rejoindre celles des CSQ travailleurs et celles des CSQ travailleurs qualifiés dans le grand bassin qu'est l'immigration économique du Québec. Donc, comment on fait pour s'assurer finalement, parce que là, nos délais de traitement sont à 17 mois pour le travailleur qualifié Québec au Québec, 5 mois pour les autres provinces canadiennes. Donc, je comprends que la sélection va se faire rapidement, mais comment est-ce qu'on peut pousser et garder notre avantage comparatif au niveau de l'admission? Question difficile parce que ce n'est pas une question sur laquelle nous avons une marge d'action quelconque. Ce qu'on peut aider, c'est éventuellement nos étudiants à parfaitement préparer leur dossier, mais vous avez très bien décrit la situation à laquelle on est confronté de toute façon sur ces questions-là. Le délai de traitement administratif, les universités ont peu de marge de manœuvre sur cet enjeu. Donc, c'est pas parce qu'on sélectionne en continu dans le PEC qu'on vient ouvrir grande la porte de la fin de l'intérêt de l'Ontario ou des autres provinces, parce que les délais tels qu'affichés, malgré qu'on va donner un CSQ plus vite, malheureusement, les gens ne seront pas admis résidents permanents plus vite. Nous ne sommes pas dans la tête de la personne qui fait son projet. Et je vais me permettre d'être un peu personnelle. Je viens de le conclure moi-même. C'est extrêmement long, mais les délais sont quand même de durée bien moindre qu'ils n'étaient il y a encore 2-3 ans. On est revenu à la normale pré-pandémique pour la plupart des catégories. Le fait de se projeter, là on rentre dans des enjeux plus de sciences sociales, mais le fait de se projeter comme citoyen d'un pays qui n'est pas le sien, c'est quelque chose qu'on souhaite faire quoi qu'il advienne. Donc une fois que le CSQ est accordé, je dirais la première porte est franchie, cette première étape elle est salutaire. Elle est salutaire parce que ça signifie que l'endroit immédiat, l'endroit de votre vie relationnelle, de votre vie affective, vous a dit oui. Mais est-ce qu'on devrait exiger que le PEC soit traité tout de suite en admission? Est-ce qu'on devrait le demander? Je pense que ce n'est pas à nous de répondre sur cette question-là. Ce qui importe pour nous, c'est que les étudiants... C'est terminé. Votre réponse était claire. Alors, on termine avec le député de Matapédia pour une période également de 3 minutes 18 secondes. Le micro est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, je questionnais le réseau UQ sur le nombre de places d'hébergement, en particulier pour l'Université du Québec à Rimouski. J'ai cru comprendre que vous avez le même enjeu à l'Université de Montréal. À combien évaluez-vous le nombre d'étudiants internationaux que vous devez refuser faute d'hébergement? Je dirais d'entrée de jeu que la nature du problème, comme je l'évoquais tantôt, est différente à Rimouski, pour prendre l'exemple que vous évoquez, et à Montréal. À Rimouski, c'est vraiment la disponibilité des logements, c'est le taux d'occupation qui est extrêmement élevé, le taux d'inoccupation qui souffre. À Montréal, je pense que les logements sont disponibles, mais ils sont trop coûteux. Nous, je ne sais pas si on peut chiffrer précisément le nombre de personnes que l'on doit refuser. Je ne pense pas qu'on les refuse. On fait les efforts requis pour les loger. En général, on y arrive. On a des systèmes d'appoint qui sont significatifs, un soutien aux étudiants dans la recherche de logement, et on y arrive, mais c'est le coût qui est un enjeu extrêmement important. Alors là, on entre dans des ramifications qui sortent du cadre de la conversation ici pour entrer sur le terrain de l'aide financière aux étudiants. C'est voulu.
Et je ne peux pas chiffrer cette dimension-là. Je ne pense pas que les étudiants reportent leur projet chez nous en raison de l'absence de logement. Alors, si je vous suggère que davantage de résidences étudiantes, je crois que vous avez dit que vous en avez 1100 à peu près. Oui. Avez-vous un projet présentement qui a été présenté au gouvernement du Québec? Pour construire de nouvelles Oui. résidences. On n'a pas de terrain pour faire ça. Hein. En région métropolitaine, la réserve foncière de l'Université de Montréal, elle est consacrée au l'espace académique dont on a besoin. Donc, il n'y a pas de terrain sur lequel on pourrait construire de nouvelles résidences. On a des résidences à rénover, je l'évoquais dans mon propos tantôt. Là. OK. Les tours que vous connaissez sur l'avenue Édouard-Montpetit, Oui. elles sont en très grand il y a pas besoin de- de il y a- rénovation, il y a- mais on n'a pas de projet de construction. Il n'y a pas de terre. Vous n'avez pas proposé de Royal Vic non plus à l'époque? On n'a pas proposé de Royal Vic. On a C'était déjà tout réservé. récemment C'était déjà rencontré des réservé. gens chez Ivanhoe Cambridge pour appuyer leur projet, les conseiller au mieux parce qu'effectivement, il va falloir tenir compte de la nature des besoins précis des populations dont on parle. Je dis ça parce qu'on a eu le débat ici. Je comprends que ça avait été réservé à McGill, quoique je pense que vous auriez pu faire une proposition. Est-ce qu'il y a un élément que vous n'avez pas pu aborder, que vous aimeriez aborder avec le peu de temps qui nous reste? Non. Un enjeu plus pointu, une préoccupation qui n'a pas été abordée? Libre à vous. C'est pas un enjeu. Là, je me tourne. Merci beaucoup de la question, de la possibilité d'essayer de gagner un peu de temps. Madame la ministre, de vous inviter à continuer, à nous aider dans le parcours du combattant auprès d'IRCC. Il y a actuellement toute une réflexion sur les cadres de confiance, d'institutions de confiance. On est à pied d'œuvre à l'université avec nos collègues des autres universités, mais le soutien du palier québécois est essentiel pour la réussite de nos étudiants internationaux et leur accès au territoire. Donc, merci de ne pas nous oublier. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour l'apport à nos travaux. Sur ces bons mots, je suspends les travaux jusqu'à 15 heures. Merci.